Bonjour à tous, c'est Ben. Je suis accompagné aujourd'hui de Issei Tamaki. Merci beaucoup. Merci de ton invitation. Merci à toi d'avoir accepté. Donc, c'est la première fois que je te reçois en vidéo. Je n'ai pas reçu Léo non plus. Pourtant, je vous ai vu quand même maintenant quelques fois. Je suis très content de te recevoir en interview parce que je ne crois pas avoir déjà avoir reçu quelqu'un en Aikido en interview sur cette chaîne. Donc, tu es le premier. Je suis très honoré, merci beaucoup. Ouais, c'est pas non plus le gros prestige. Hein. Donc, j'ai préparé des petites questions qui sont là. Et puis voilà, on est parti. C'est parti. On va commencer par la première question. Est-ce que tu as pratiqué d'autres arts martiaux avant l'aïkido? Oui. Qu'est-ce que tu as pratiqué comme... Donc, j'ai commencé quand j'avais 7 ans. C'était du Wushu. Ensuite, j'ai marché sur les traces de Léo. Donc, très vite, on avait un prof qui était laotien et qui avait pratiqué beaucoup de choses. Il appelait sa discipline Aikijutsu. Je pense que il avait dû étudier avec Maître Mochizuki, mais bon, il avait beaucoup pratiqué la boxe thaï. Et donc, ensuite karaté, un peu de MMA, puisque c'était le début, la naissance du MMA. Ah oui Oui, avec ce prof-là, ce qui était bien, il s'appelait David Huynh, c'était Montagne Sainte-Geneviève. Il y avait des pratiquants qui venaient d'un peu tous les horizons. On a rencontré des pratiquants de taekwondo, de boxe française, un légionnaire qui faisait de la boxe, un compétiteur de judo. Enfin, ils venaient tous pour cette pratique qui était désignée comme self-défense. Mm-hmm. Et donc, on prenait les gants, on faisait du pied-point, on traversait les distances clés, on passait au sol. Donc ça, c'était vraiment hyper varié. Et puis moi, j'étais le plus petit. Mmh. J'étais le plus petit, j'avais 13 ans, ils étaient tous adultes. Ils étaient très bienveillants et j'ai pris beaucoup de marrons et j'ai beaucoup appris comme ça. Ok. Et donc, à quel âge tu as démarré l'aïkido? À 16 ans. À 16 ans... à Paris, avec un professeur qui s'appelait Jacques Bardet, et avec Léo aussi. Et, très rapidement, au bout de quelques mois, il a fait en sorte que Léo l'accompagne en stage Mohamed Tamura, et Léo m'a convaincu, quand il est venu à Paris, de participer au stage. Et c'était mis le doigt dans l'engrenage, c'était fini. D'accord, ouais. Ouais, tu viens à ma question suivante. Justement, ma question allait être comment est-ce que tu as rencontré Matt Tamura? Quel souvenir tu gardes de cette rencontre? Je m'en souviens très bien. C'était à mes débuts d'aïkido et j'avais encore mon kekogi de karaté que j'utilisais avant avec un patch sur l'épaule avec un drapeau japonais. Okay. Et donc, c'était drôle parce que j'avais quelques mois d'aïkido dans les pattes, donc je connaissais pas les techniques, mais je savais chuter déjà. Et donc, il avait déjà vu Léo. Et à Paris, stage de Maître Tamura, à l'époque, il y avait 400 personnes. Ah oui, c'est énorme. Ouais, c'était énorme. Et donc, il passait, et puis... si on avait la chance d'être corrigé une fois, dans la demi-journée, c'était extraordinaire. Mm. Voilà. Et la plupart des gens qui montaient sur le tatami, ils le voyaient, mais finalement, ils ne pouvaient pas sentir sa technique. Mm. Et je me souviens qu'il est venu nous voir, parce que sûrement on devait dénoter. Et 2 têtes de japonais, dont un petit rigolo avec un drapeau sur l'épaule. Et donc il m'a dit « Oh, t'es japonais, toi ?» Et puis il m'a saisi... j'ai pas réussi à faire la technique, et puis après il m'a dit bon, vas-y, attaque. Et puis à ce moment-là, je me suis retrouvé la tête à l'envers. J'avais rien senti. J'avais rien compris surtout. Ouais.
Donc c'était, voilà, je m'en souviens très bien. Et du coup, voilà, un petit pépé qui fait tomber un petit jeune sans effort, sans qu'il comprenne pourquoi. Quelque part, ça t'a marqué autant que ça t'a convaincu de suivre cette voie? Ouais, bah déjà ça m'a donné envie de continuer parce qu'on est curieux. Parce que tout le monde parle, dit bon bah oui, il faut pas utiliser la force, utiliser la souplesse, le déséquilibre. Tout le monde en parle, mais personne ne le fait. Ouais, puis quelque part, ça devient une espèce de cliché, d'une vision très romantisée de la chose, et on ne sait plus vraiment déceler le vrai du faux dans tout ça, quoi. Exactement. Et donc, tu en as beaucoup qui ont un discours comme ça, mais dans les faits, bon, c'est très, très fade. Bon, là, c'était criant de vérité, donc... C'est vrai que, alors, rapidement, ça rejoint beaucoup ce que tu dis. Moi-même, je ne fais pas d'aïkido du tout. Mais bah voilà, avec Léo et toi, vous êtes les seuls, je crois, en aïkido, comment dire, que j'ai suivi déjà en stage. Et c'est vrai que rien qu'en stage, sur un même exercice, en changeant de partenaire, c'est là où c'est très différent pour moi du taekwondo. Parce qu'au taekwondo, tu peux avoir quelqu'un qui va avoir une manière un petit peu différente de faire une technique ou machin, mais comment dire, le mouvement, tu arriveras quand même à l'exécuter ou à le ressentir. Alors que là, parfois, selon ton partenaire, tu as une sensation complètement différente. Et pour moi, quand j'arrive en tant que néophyte, surtout sur les, on va dire, 2 premiers stages, c'était dur parce que des fois, enfin, voilà, tu travailles avec un partenaire qui est convaincu de ce qu'il fait et qui veut te corriger, c'est bienveillant, mais des fois, il te dit un truc et tu le fais, puis le suivant, il te dit tout l'inverse. Et c'est vachement dur. Et en fait, c'est vraiment, je trouve, moi, personnellement, avec l'aïkido, que j'ai compris, je pense, donc juste sur ces stages-là en aïkido, que j'ai compris vraiment l'importance de ressentir la technique de la personne qui donne le stage, finalement. C'est super, super important. Et j'essaye maintenant, c'est une grande leçon que je garde, même pour le taekwondo, quoi. Parce que chez nous, c'est bien plus visuel. Il y a aussi de la subtilité, mais je trouve quand même moins. Et en tout cas, de ce que moi, pour l'instant, je sais et de ce que j'ai vu. Et c'est vrai que maintenant, selon les personnes avec lesquelles je travaille, j'essaye toujours de ressentir, et j'hésite pas maintenant à demander est-ce que on peut la faire. Voilà. C'est super important, en fait, finalement. Ouais, tu as entièrement raison. Et puis... Bon, ce que tu disais sur les gens qui veulent t'expliquer, et puis le suivant qui te dit autre chose, bon... ouais, moi, quand je fais le cours de quelqu'un d'autre, je donne jamais d'explication. C'est pas mon cours. Moi, je suis élève, je travaille, et puis on discute en bougeant, quoi. On n'a pas besoin de... De toute façon, voilà. Ouais, c'est pas grave, ça, c'est une erreur de débutant. Je crois que je sais, donc j'explique à ceux qui n'ont pas de Takama et qui, visiblement, font pas d'aïkido. Bon. Voilà. C'est pas... Non, mais après, je l'ai jamais pris. Ouais. C'était pas pour rentrer dans une discussion comme ça. Oui, ça passe. Vous avez fondé, tu me dis si je me trompe, donc avec Léo, avec d'autres personnes aussi, le Kishinkai? Oui, Tanguy Levourche et Julien Pou. Ça fait, donc c'est en fait c'est une école à part entière d'aïkido. Vous l'avez fondée il y a combien de temps à peu près? J'ai oublié. D'accord. On va dire il y a... pas tant que ça. Ça s'est fait après le décès de Maître Tamura. Bon, on a quitté la fédération parce que ce qu'on faisait correspondait pas à ce qui était demandé. Et au final, c'est mieux que chacun fasse ce qui lui plaît chez lui, quoi. Donc c'était une bonne chose. Bon, il y a eu des récriminations, des tensions, ça, mais c'était mieux pour tout le monde, je pense. Et du coup, bon, Léo, qui était vraiment à l'initiative, qu'il est toujours aujourd'hui, les gens qui voulaient suivre son enseignement, en fait, il y avait besoin d'une structure. Oui. On n'avait pas envie de fonder une école, mais disons que la nécessité s'est fait jour parce que les gens qui veulent te suivre, ils ont besoin d'un toit où s'abriter, et il a fallu construire la maison, et on l'a appelé Kishinkai. Est-ce que tu peux nous parler justement de cette école, quels sont les principes propres au Kishinkai qui en font, voilà, aujourd'hui, à mes yeux en tout cas, qui a un regard extérieur, une école à part entière?
bon, il y a quelques spécificités. On met l'accent sur le côté incisif du travail et son côté martial, et on prend ça comme fil conducteur. Après, je ne dis pas que ceux qui n'utilisent pas ce chemin-là font pas de l'aïkido. Voilà, c'est pas ma place de dire ce qu'est l'aïkido, mais la forme d'aïkido qu'on a décidé de mettre en place a ça à cœur. Et donc, à partir de là, on n'est pas sorti de l'aïkido, on a revisité le catalogue, on l'a étudié à la lumière de ce qu'on a pu voir dans et hors de l'aïkido. C'est-à-dire que quand on a un expert comme Maître Tamura qui est de haut niveau, c'est facile de rester sous son aile et de ne pas chercher ailleurs. Mais Léo avait toujours cette curiosité et cette intelligence d'aller se renseigner auprès d'autres experts. Et c'est ça qui nous a permis de rencontrer, même du vivant de Maître Tamura, d'autres experts, Maître Kuroda, Maître Hino, Akira, Akuzawa et Kono. Et entre autres, voilà, pour citer les plus importants dont on s'est inspiré. Et donc tout ça, c'était pour enrichir notre aïkido. Et quand Maître Tamura est décédé, bon, on ne peut pas dire que notre papa est mort, mais celui qu'on avait pour guide principal, on va dire, voilà, on était un peu livrés à nous-mêmes. Il a fallu qu'on se débrouille pour trouver des solutions pour progresser. Et donc, on a gagné notre autonomie. Voilà, on a dû la trouver, notre autonomie, pour continuer à progresser, parce que ce qui nous tient à cœur, c'est la pratique martiale. Et donc comme je t'ai cité ces 4 personnes, donc Maître Kuroda, Kono Yoshinori, Hino Akira et Akuzawa, on a étudié auprès d'eux suffisamment pour comprendre les principes qu'ils faisaient dans leur propre école. Et ça nous a permis d'identifier ce qui était essentiel pour nous, pour la pratique martiale. Et ça a donc fait évoluer notre façon de pratiquer l'aïkido qu'on pratiquait déjà auparavant. Voilà. Et si je dois mettre le doigt sur comme tu as pu le voir tout à l'heure, sur un détail plus important, c'est la qualité des attaques. Ça change. C'est le début et la fin de l'entraînement. Voilà. Donc, s'il n'y a pas d'attaque, il n'y a pas d'entraînement qui est possible, puisque tout ce qu'on peut construire, si on considère le côté martial comme prééminent dans ce qu'on fait, on ne peut pas on construit sur du sable si les attaques ne sont pas de qualité. Quoi. Ah ouais. Donc, en fait, quelque part, vous avez... Contrairement à beaucoup de... Je ne vais pas particulièrement parler d'aïkido, mais beaucoup de courants, on va dire, martiaux, plutôt que de cloisonner votre pratique, finalement, en tout cas dans un premier temps, si je comprends bien, vous avez décidé d'ouvrir les horizons pour chercher aussi des choses qui... Pas prendre tout ce qui peut exister, mais tout ce qui peut vous correspondre et l'intégrer dans votre pratique si c'était possible, quoi. Donc, quelque part, vous avez essayé de... Prenez un esprit d'ouverture. Bien sûr, parce que ce qui nous tient à cœur, c'est pas l'aïkido au sens strict du terme, c'est la pratique martiale. Et le chemin qui nous convient le mieux et sur lequel on s'est retrouvé, c'est celui de l'aïkido. Mais l'aïkido, c'est pas limité ni dans le temps ni dans la forme. C'est pour moi, si on veut avoir une pratique vivante, il faut qu'elle continue à s'adapter avec le monde dans lequel elle se trouve. Et donc, la curiosité nous a amené à aller voir ailleurs ce qui se fait, parce que il ne faut pas se limiter dans notre répertoire, dans notre registre, et puis dans notre connaissance de ce qui se fait ailleurs. Si on considère, d'une part, la pratique martiale comme essentielle, il faut se défaire d'un adversaire, il faut savoir comment il travaille. Première chose. Donc, il faut aller voir ailleurs. Ensuite, si on veut améliorer notre répertoire, alors si au bout d'un certain temps, on peut considérer qu'on a fait le tour, et pour l'enrichir, il faut soit creuser en soi-même, soit observer ce qui se passe ailleurs pour comprendre mieux ce qui se passe en nous-mêmes. Voilà. Et donc, c'est ce qu'on a fait. On a fait les deux.
Voilà, on est allé voir des experts de Daitoryu, de karaté, d'aïkido, de d'aikijutsu, enfin, bon, il y en a plein. Et ces personnes-là, c'est extrêmement enrichissant parce que même s'ils ont des méthodes différentes, s'ils le font avec brio, c'est enrichissant. Et même si on décide que ça ne correspond pas à ce qu'on a envie de faire ou au reste de la pratique, c'est impressionnant. C'est impressionnant par leur investissement et par les effets qu'ils sont capables de produire. Mais on a été assez suffisamment clairvoyant pour se dire que ça ne correspond pas au cadre dans lequel on a envie d'évoluer dans la pratique martiale. Donc, même si c'est tout à leur honneur qu'ils fassent autre chose, très bien, mais c'est pas ce qui nous intéresse. Oui, quelque part, vous avez quand même un travail derrière où vous filtrez pour prendre ce qui va mieux correspondre à votre travail. Oui, bien sûr. Et mettre de côté ce qui ne correspond pas à votre travail sans pour autant dire que ça ne marche pas ou que ça n'a pas de cohérence, quoi. Exactement. Pendant les 24 heures du samouraï qu'on a fait l'année dernière, entre les disciplines sportives, de duel ou les combats de survie dans la jungle, il y avait un monde. Ouais. Entre la self-défense et la self-défense en ville, entre gens civilisés, voilà, il y a un monde, il y a tout un panel et aucun n'est faux. Tout est juste. Simplement, il faut accepter de se dire que dans tel cadre, ce que je fais, ça vaut. Et dans un cadre un peu différent, peut-être que ça n'aura pas autant de... Oui, il y a des contextes différents. Mais bien sûr. Ouais. Mais finalement, ça ne veut pas dire que l'autre a tort, ça veut dire qu'on fait d'autres choses. Pour, oui, rapidement conclure avec ce que tu disais, ça, moi personnellement, aujourd'hui, ça fait quelque temps que je me déplace pas en stage pour une discipline, je me déplace pour une personne. Je ne sais pas comment dire, mais voilà, si je vois qu'un expert qui m'intéresse est dans le coin, quelle que soit sa discipline, je ne vais pas hésiter à y aller, même si parfois, dans les faits, ça n'aura rien à voir avec le taekwondo pour moi. Voilà, l'aïkido, par exemple, c'est quand même de prime abord très éloigné. Et pourtant, il y a des choses où je me dis, tiens, il y a des principes super intéressants dont on ne parle pas chez nous et qui pourraient pourtant avoir leur place. Et en fait, justement, c'est quelque chose que je ressentais en fait, dans votre école et que j'aime beaucoup, qui est cet esprit d'ouverture, quoi. On ne cloisonne pas. Et voilà, on ne juge pas pour autant. Enfin, je trouve que c'est vraiment c'est sain, en fait. Je trouve que c'est sain. Bah écoute, en tout cas, nous, on trouve ça très bien. On a fait cet après-midi du sabre. Quelle est la place du sabre dans ta pratique ? C'est essentiel. Il faut commencer tout de suite pour comprendre le côté acéré, définitif qu'il peut y avoir dans un combat à mort, même si on n'est pas là pour former des gens qui sont sanguinaires, mais on est là pour éveiller la conscience au danger, pour se libérer de nos peurs et de notre capacité à bouger pour s'adapter. Voilà, on se met dans une position très inconfortable, donc on choisit un contexte très pénible pour se dépasser et arriver à s'adapter. Concrètement, est-ce que tu fais un lien entre la pratique aux armes et la pratique à main nue ? Oui, complètement. Pour tout te dire, c'est ce qui m'a frappé en premier chez Metamura. Alors, je ne sais pas si c'est parce que je suis le deuxième, avec Léo, on a 5 ans d'écart, on a toujours pratiqué ensemble. Finalement, j'ai jamais essayé d'être le plus fort. Donc, parce que ça a toujours été une impasse. Donc, le plus fort physiquement, c'était compliqué. Donc, il fallait que je trouve d'autres solutions, m'adapter mieux, etc. Et donc, pour ça, j'ai toujours eu une affinité avec le travail des armes et du sabre en particulier. Et ce qui m'a frappé quand j'ai rencontré Metamura pour la première fois et jusqu'à la fin de sa vie, c'était que il y avait, c'était pas du copier-coller, mais c'était extrêmement explicite dans son travail à main nue qu'il aurait pu avoir un sabre entre les mains. Ce qui n'est pas toujours le cas dans les disciplines où il y a les deux facettes, que ce soit
En karaté, en aïkido ou d'autres, il y a des disciplines où ils font travail à main nue, travail aux armes. Des fois, c'est deux choses différentes, mais qui se font sous la même maison. C'est pas grave. Mais en tout cas, chez lui, chez Métamoi, c'était très lié. Et ça m'a beaucoup parlé. Et, le temps qu'on a passé sur le tatami, il est limité. Donc, autant faire un travail qui se déroule dans le contexte le plus compliqué, qui amène le plus de progrès le plus rapidement. Et donc, au Kijinkai, on considère toujours que l'adversaire est armé avec une arme tranchante. Voilà, c'est le contexte le plus difficile. Donc, le travail au sabre a sa place en permanence. D'accord. Et au-delà de ça, en fait, parce que ça me fait penser un petit peu, j'ai fait un peu de Judokan et j'avais retrouvé un peu cette... comment dire, ce travail justement de lien entre les armes et la pratique à main nue, parce qu'il y avait toujours une explication sur voilà, le mouvement c'est le même, la forme de corps c'est la même, juste parfois avec plus ou moins d'amplitude, mais voilà, toujours un lien très fort entre ce qui se faisait, c'était pas du tout dissocié, quoi. Et alors sans dire que c'est les mêmes formes de corps, mais j'avais aussi la sensation que ça permettait parfois aux gens de mieux comprendre ou d'appréhender, surtout chez les débutants. Le fait d'avoir un outil en main, ça pouvait parfois permettre de comprendre des trajectoires ou des distances, ou des choses comme ça. Et est-ce que vous l'utilisez aussi en ce sens De façon éducative pour améliorer le travail à main nue. Oui, parfois. D'accord. Ça va dépendre des enseignants finalement. Oui, probablement. Chaque enseignant a sa façon de faire, mais surtout, on peut le faire en tant qu'outil éducatif, mais voilà, encore une fois, le temps que les gens passent sur le tatami est court. Dans ces cas-là, je travaille explicitement des techniques concrètes afin qu'ils bénéficient des progrès qu'ils pourraient faire d'un exercice éducatif uniquement. Donc, oui. Ok. Tout à l'heure, tu as mentionné les 24 heures du samouraï et le fait qu'il y avait des disciplines très différentes. Et pour la majorité, c'était pas le cas pour toutes, mais pour la majorité, il y avait pas mal de disciplines traditionnelles, mine de rien. Aujourd'hui, les arts martiaux traditionnels sont très peu médiatisés à côté d'autres disciplines sportives. C'est vrai que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on parle énormément du MMA, alors que finalement, je ne pense pas qu'il y ait tant de pratiquants que ça. C'est juste quelque chose de très médiatisé. Selon toi, c'est quoi la place des arts martiaux traditionnels aujourd'hui ? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a réellement beaucoup de pratiquants de MMA et de sport de combat plutôt que d'art traditionnel ? Probablement. Mais je ne crois pas détenir de réponse claire là-dessus. Les arts martiaux traditionnels, à mon avis, ce qui est sûr, c'est que s'ils s'enferment dans une tradition sans rien modifier, ça devient des pièces de musée. Et ça peut être une voie de transmission. On transmet tel quel ce qui se passait à l'époque, je ne sais pas quoi. Et on n'y touche surtout pas parce qu'on veut garder ce souvenir intact. C'est très bien. C'est pas ma conception des arts traditionnels, parce qu'un art qui devient désuet meurt et disparaît. Moi, je crois que les arts martiaux, c'est quelque chose de vivant. Et ce que j'appelle traditionnel, c'est plutôt un mode de pensée, un contexte dans lequel on évolue qui serait celui des samouraïs de l'époque Edo, par exemple. Voilà, et d'où l'utilisation du sabre comme voie d'amélioration de l'homme. Mais si j'avais été instructeur de pistolet, ça aurait pu être les duels au pistolet au 18e, j'en sais rien, je dis des bêtises. Mais en tout cas, voilà, parce que j'ai choisi ce contexte qui me parle, moi, personnellement, tant que ce contexte, je l'adapte avec le monde d'aujourd'hui, je pense qu'il a toute sa place. Oui, justement, tu anticipes encore une fois la question suivante, qui était, est-ce qu'ils ont encore leur place aujourd'hui ? Mais, voilà, est-ce que, selon toi, les arts martiaux, aujourd'hui, ont encore
les arts martiaux traditionnels ont encore leur place dans notre société? Je crois que oui. Alors, c'est sûr que les combats au sabre, c'est désuet, mais c'est tellement riche pour la pratique martiale, pour la progression de chacun, que moi, je ne peux pas m'en passer au dojo. Est-ce que ça veut dire qu'on va combattre dans la rue à l'arme blanche? Je souhaite que non. Mais c'est tout ce que ça... Tant que ça apporte humainement aux gens qui pratiquent, ça a sa place. Voilà, ça c'est mon avis. Encore faut-il que le professeur amène un enrichissement de chacun de ses élèves avec tout ce qu'il peut apporter et qui peut venir d'une origine ancienne ou pas, parce que l'aïkido ça vient du XXe siècle, le karaté, le judo aussi, donc traditionnel aussi. Il faut se poser la question de d'où viennent les traditions, les traditions millénaires. Bon. Il y a dans beaucoup d'arts martiaux des personnes qui développent des comment formuler des espèces de sous-styles. Alors je ne veux pas le dire de manière péjorative, mais qui en taekwondo par exemple, ils vont faire du body taekwondo ou du taekwondo défense système ou je ne sais quoi. Qu'est-ce que tu penses de ce type de travail-là? Je pense que d'abord, les gens qui le proposent ne sont pas toujours compétents dans ce domaine-là, puisque c'est pas le même domaine. Que ce soit du body combat ou des cours seniors ou des cours féminines ou self-défense. Voilà, c'est un aspect particulier qu'il faut bien connaître pour pouvoir être compétent. Je pense que ça divise les publics. Ça veut dire que c'est multiplier les créneaux et avoir moins de public à chaque. Et que c'est une mauvaise solution. Je pense qu'il faut au contraire rassembler les gens et les publics plutôt que de les diviser. Avoir un cours bien rempli, c'est mieux que d'avoir 3 cours à moitié vides. Donc aller chercher, grappiller 1 ou 2 personnes qui finalement sont pas intéressées par la discipline mais par autre chose, ça n'apportera rien, parce que quelqu'un qui fait du truc santé ou du machin dance, il ne sera pas attiré par le cœur de la discipline. Ça, c'est mon avis. Je pense que... Et donc, finalement, tu penses que, quelque part, finalement, attirer des personnes en leur montrant cet aspect de la discipline, c'est pas quelque chose qui peut durer sur le long terme? Je pense que montrer aux gens ce dont ils ont envie, pour leur faire goûter autre chose après, oui, pourquoi pas, mais il faut d'abord qu'ils aient envie de faire une démarche vers la discipline. Et pour ça, il faut être attirant. Il faut que les personnes aient envie elles aient envie de se nourrir auprès du professeur. Les personnes qui viennent s'entraîner, elles ont envie de ressembler au professeur et à ce qu'il enseigne. Elles ont envie de pouvoir nourrir leur personne de ce qu'elles trouvent au dojo. Et donc la personne doit être capable de nourrir chacun de ses élèves de ce dont ils ont besoin. Oui, mais ça ne veut pas dire sortir des sentiers battus et faire autre chose pour amener des gens qui n'étaient pas intéressés au départ, quoi. Je ne crois pas que quelqu'un qui est intéressé par du yoga ou de la méditation va subitement se tourner vers une pratique martiale comme le taekwondo ou l'aïkido. C'est pas le cœur de notre pratique. Donc c'est se tromper de cible que d'aller explorer des terres qui ne sont pas les nôtres, quoi. Quelque part, ça rejoint ce que tu disais, il faut peut-être pas hésiter à rediriger des personnes qui viennent vers nous en ayant une idée de ce qu'ils aimeraient, voilà. Moi, il y a quelqu'un qui est venu la dernière fois, m'a dit ah oui, j'aime bien ce que vous faites. Moi, je dis ah, mais pourquoi t'es venu nous voir, pourquoi l'aïkido en particulier? Ah, moi je suis intéressé par le ki. J'ai dit écoute, malheureusement tu trouveras pas ça chez moi, c'est pas grave. Il y a d'autres endroits où tu pourras trouver ça mieux.
Et moi, j'en parle jamais et j'utilise pas du tout ce concept-là. Je trouve que c'est complètement étranger à tout ce qu'on fait. Mais tu trouveras certainement des gens qui seront intéressés par ça. Donc vas-y, il n'est pas revenu. Et c'est mieux, parce qu'il ne trouvera pas ce qu'il cherche chez moi. Et si quelqu'un cherche un cours de yoga, il ne trouvera pas ça chez moi. Par contre, il trouvera des choses pour nourrir, pour nourrir son humanité, pour sa liberté corporelle, sa liberté mentale, affronter ses peurs, etc. etc. Oui, il va trouver tout ça. Et donc, de toute façon, moi, je pense que si les profs ont des choses à donner à leurs élèves, voilà, plus ils sont compétents et plus ils pourront donner à des types de personnes différentes. Voilà. Donc, je ne crois pas que des gens qui sont intéressés par l'escalade ou la natation se tourneront vers les arts martiaux subitement parce qu'on met en maillot de bain ou on met un treillis d'escalade. Ouais. Tu disais que les gens, quelque part, quand notamment quand le professeur est bon, ils vont quelque part chercher à ressembler à leur professeur. Est-ce que tu penses qu'il y a... Est-ce que tu penses qu'il y a un lien particulier entre un élève et un professeur dans les arts martiaux? Je trouve que oui, et que ça dépend des individus. Chaque professeur a une relation, un caractère, une personnalité qui lui est propre, et c'est normal. Et généralement, des gens à qui cette image parle vont se rassembler autour de cette personne. Et donc, certaines personnes ont un lien plus ou moins proche ou distant avec ses élèves, mais ça évolue avec le temps aussi. Avec l'âge du professeur, plus il est jeune, plus il y a de proximité avec ses élèves, plus il est âgé, plus ses élèves il y a un écart d'âge qui se creuse, et donc il y a aussi voilà, les liens qui se distendent. Je pense qu'il n'y a pas de formule magique, mais que par contre, ce qu'il peut y avoir et qui transcende les à côté des relations maître-élève, c'est la compréhension de ce qu'a a proposé techniquement l'enseignant. Il y a des élèves qui comprennent vraiment de façon très intime ce dont veut parler le professeur techniquement. Ils arrivent très bien à saisir corporellement et mentalement ce à quoi ça correspond. Et ça, voilà, c'est un lien qui est très très fort et qui va au-delà des mots. Parfois, on n'a pas besoin de se voir tous les dimanches et de discuter et passer beaucoup de temps ensemble. Simplement sur le tatami, voilà, le dialogue silencieux, pratiquer ensemble suffit. Et voilà, en tout cas, ça c'est mon expérience. D'accord. Voilà, c'est mon expérience. J'ai une élève, Aude, qui a eu un bébé il n'y a pas très longtemps, et avec qui on prenait extrêmement bien. C'était la seule avec laquelle j'étais obligé de modifier mes techniques pour que ça fonctionne. Je ne pouvais pas faire ce que je voulais. Et je pense que ce sera toujours le cas quand elle reviendra. Mais voilà, on se voyait extrêmement rarement en dehors des tatamis. Et ok. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'être ami avec le professeur, ça rend pas meilleur. Oui, non. C'était pas... C'est sûr. Mais est-ce que quelque part, pour les gens qui démarrent les arts martiaux, qui ont envie de démarrer, est-ce que on pourrait pas dire justement que le plus important, c'est qu'ils aient un feeling, j'ai envie de dire, tu sais, avec le professeur ou... Oui, bien sûr, c'est essentiel, c'est essentiel. Parce que beaucoup, justement, vont se concentrer sur, voilà, moi, je suis dans... Par exemple, je suis dans une petite ville, il n'y a qu'un club de karaté, un club d'aïkido, par exemple, et je veux à tout prix faire de l'aïkido, mais le professeur, j'ai vraiment... ça ne matche pas avec qui je suis. Par contre, je vois que le prof de karaté me correspondrait bien. Moi, je pense que, en tout cas, pour mettre un pied dedans, même si c'est très différent comme discipline, ça peut être... En fait, je pense que c'est plus simple d'aller vers un endroit où le professeur me correspond mieux. Mais bien sûr. Moi, si j'ai rencontré Maître Tamura et puis je suis resté sur l'aïkido, j'aurais rencontré un professeur de karaté qui m'aurait transcendé. J'aurais fait du karaté. Et j'ai aucun problème avec ça. Toutes les disciplines sont justes, mais on est...
Voilà. Il y en a certaines qui correspondent plus à notre caractère, mais il y a aussi les enseignants qui ont plus à proposer que d'autres. Et moi, je crois qu'un enseignant qui a beaucoup à proposer, il enrichira le parcours d'un élève de façon beaucoup plus intéressante. Si ils ont ils ont une même façon de vivre et de concevoir la pratique martiale. Il y a des dojos où les pratiques sont beaucoup plus cool, beaucoup plus axées sur la santé, la relaxation, ou alors côté social, avoir des amis, se retrouver autour d'une bière après l'entraînement. Il y a un peu de tout ça dans chaque dojo, mais certains mettent plus l'accent dessus que sur d'autres. Voilà. Chez nous, il y a beaucoup de sueur et l'accent est mis sur le travail martial. Et après, une fois qu'on a bien travaillé, effectivement, on va boire un coup. Mais c'est une fois par mois, c'est pas toutes les semaines. Oui. Parce que sinon, après, on se déporte. Voilà. Je pense qu'il faut avoir des relations saines avec ses élèves et qui nous correspondent. Et si les élèves ont envie de rester, c'est d'abord parce qu'ils arrivent à se nourrir auprès de cette personne-là, avant tout techniquement, mais voilà, s'ils ont besoin de se faire des copains ou d'aller chez les psychologues, le dojo, c'est pas le bon endroit. Ouais, bien sûr. Ok. Écoute, je pense qu'on arrive à la fin de cet entretien. Merci beaucoup encore une fois d'avoir accepté et puis d'avoir répondu à mes questions. Est-ce qu'il y a quelque chose peut-être dont tu voulais parler que je n'ai pas mentionné, quelque chose qui te vient? Écoute, non, tu as exploré pas mal de sujets, donc je te remercie beaucoup. Après, moi je suis curieux de savoir sur comment si tu es d'accord, comment t'en es venu à découvrir l'aïkido avec Léo et qu'est-ce qui t'a fait pousser à faire ce pas supplémentaire? Il y a un retournement de situation dans l'interview. Alors en réalité, ça fait longtemps, je pense, que j'ai vu Léo sur Internet pour la première fois, peut-être une vidéo YouTube, mais il y a 10 ans, quelque chose comme ça. Un peu à la même période que j'ai découvert Lionel Froidure, donc sur Internet aussi. Je pense qu'à la base, c'était via une vidéo, puis qu'après, j'ai découvert son blog. Et pendant longtemps, je voyais ponctuellement une vidéo de lui jusqu'à ce que, en fait, je participe au masterclass organisé par Lionel à Toulouse. Pour la première fois en 2015 ou 16, je n'ai plus la date exacte. Et donc, c'est la première fois là que je voyais Léo, en fait, qui était un des intervenants. Et en fait, de tous les intervenants, c'était l'intervention que j'avais préférée. Alors que c'est très loin de ma discipline, alors qu'il y avait de grands noms du karaté aussi, notamment. Mais j'avais beaucoup aimé ce côté... comment dire, je sentais en fait une approche très à la fois subtile et authentique et qui allait chercher un peu au-delà de voilà, on fait une technique A, c'est bon, vous avez compris la technique A, maintenant on va faire la technique B, puis la technique C. Et parfois, il m'arrive de me retrouver à des stages où en fait on va apprendre de nouvelles techniques dans la forme, mais on va pas comprendre, on va pas chercher à un principe profond, quoi. Et du coup, j'avais beaucoup aimé cette approche de, voilà, il y a un principe profond et comme si ça me permettait, c'était une période où Léo, parmi d'autres, m'avait permis de comprendre que, en fait, souvent on a des œillères et que on aime bien apprendre des techniques en stage et on se dire waouh, j'ai appris une nouvelle clé de bras, je suis content. Alors qu'en réalité, non, il y a bien plus que ça à apprendre, il y a bien plus que ça à explorer. Et en fait, c'est comme ça que j'ai découvert cette approche-là. Et en fait, à partir de là, si j'avais eu l'occasion de le refaire, de revoir d'abord Léo, puisque c'était, comment dire, au masterclass de Lionel. En fait, les deux premières fois que je l'ai vu, c'était à cette occasion-là, les masterclass de Lionel Froidure. Et ensuite,
ici à Colmar par Alain l'année dernière. Et puis ensuite, j'étais très curieux de pratiquer avec toi, parce que quelqu'un m'avait dit, je t'avoue que je ne saurais plus qui, mais quelqu'un m'avait dit, il faut absolument que tu pratiques aussi avec son frère et tout ça, machin, et donc avec toi. Et évidemment que je voulais le faire, seulement j'attendais souvent, quand il y a quelqu'un avec qui j'ai pas encore pratiqué, j'attends qu'il soit pas trop loin de chez moi. Oui. Voilà. Et après, quand je sais que voilà, j'ai validé, là, je suis prêt à faire de la route, il n'y a aucun problème. Je trouve que sur certaines choses, c'est très intéressant, même pour nous en taekwondo, qu'il y a des principes vraiment très intéressants, que ça peut vraiment donner des pistes de travail, même chez nous, quoi. Voilà. Tant mieux. Ouais, vraiment. Ouais. Voilà. Bon. Merci beaucoup. Merci à toi. Je vais faire la conclusion de la vidéo à cette caméra. Merci beaucoup de l'avoir regardée. J'espère qu'elle vous aura plu, cette vidéo. Si ça vous a plu, évidemment, n'hésitez pas à la partager, à la commenter, comme d'habitude. Je vous invite peut-être à aller voir, tu as un site internet ou un blog? Oui, ictamaki.com. Il n'est pas spécialement nourri, mais il existe. Il existe, sinon Facebook, Instagram. Je mettrai tout ça dans la description de cette vidéo, donc tout le monde pourra le retrouver. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci encore. Et puis voilà. Merci beaucoup. Au revoir.